Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. C'est un des grands personnages de la fin du Moyen-Âge que Franck Ferrand a choisi de nous présenter aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Jacques Coeur doit pouvoir être considéré comme un de ceux par qui la Renaissance s'est imposée en France. Grand marchand, grand politique, grand aventurier, le bâtisseur du palais qui porte son nom à Bourges a vécu 2 vies dans une. C'est la seconde que je vais vous conter dans un instant. Et pour nous parler de Jacques Coeur, vous avez invité son biographe. Oui, même mieux qu'un biographe, puisque l'académicien Jean-Christophe Ruffin a imaginé les mémoires que Jacques Coeur n'a pas eu le temps d'écrire. Il est l'auteur de ce bel ouvrage intitulé « Le Grand Coeur » chez Gallimard, et lui-même est Berruyer ou de Bourges si vous préférez. Bourges où nous irons pour conclure cette émission. Oui, admettez qu'il existe des destinations plus désagréables. J'avoue. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Quelle ascension! En 1450, Jacques Coeur, marchand de génie, Jacques Coeur en 1450 a 53 ans environ, Jacques Coeur peut regarder sa vie avec une fierté légitime. En quelques décennies seulement, alors que le royaume de France avait opéré un retournement extraordinaire de situation depuis la guerre de 100 ans, ce natif de Bourges, qui est le fils d'un négociant en peau, en pelleterie, ce négociant a bâti un véritable empire commercial. C'est un homme très travailleur, Jacques Coeur, très courageux, assez dur parfois, doté d'un sens des affaires assez peu commun et qui aura su pendant toute sa carrière saisir les opportunités jusqu'à devenir un acteur essentiel du jeu économique et politique de son temps. Et son temps, c'est le règne de Charles VII, dont il est devenu un des proches. Vous savez, le roi Charles VII n'avait pas tellement de confidents et de conseillers. Eh bien, on peut dire que Jacques Coeur aura été l'un d'eux. Philippe Girardet résume, en 1450, Jacques Coeur est parvenu au faîte de la puissance. Il occupe les plus hautes charges de l'État et réunit les attributions de plusieurs ministères. Il paraît jouir de la confiance la plus absolue du roi. Sa fortune est immense, son crédit illimité, son luxe inouï. Son pavillon flotte dans tous les ports d'Orient et du Midi de la France, ses mines, ses établissements commerciaux et industriels, ses opérations bancaires lui donnent des bénéfices sans cesse accrus. Il est le créancier du roi qui l'a aidé en maintes circonstances et surtout pour achever la libération du territoire, car on peut dire effectivement de Jacques Coeur qu'il a œuvré à cette libération. C'est une réussite incroyable que le négociant devenu, vous l'aurez compris, grand personnage de l'État va inscrire dans la pierre. Lui qui est déjà propriétaire de nombreux domaines se fait construire un palais somptueux dans sa ville de Bourges, un palais d'une beauté, d'un confort, d'une modernité comme on n'en avait jamais connu jusqu'alors. D'un luxe et d'une ostentation peut-être un peu trop fort aussi, parce que, disons-le, ce palais, Jacques Coeur n'aura pas l'occasion d'en jouir tellement. En réalité, derrière les apparences d'une puissance éclatante, on peut dire de Jacques Coeur qu'il est devenu un homme à abattre. Un complot est en train de sourdir contre lui dans l'ombre, une collusion de jaloux, d'ennemis politiques, de personnes heurtées par ses méthodes et par l'étalage de sa richesse. Il faut dire aussi que dans cette conjuration vont entrer un certain nombre de débiteurs. C'est la règle du jeu. Leur objectif, pousser le roi, pousser Charles VII à abandonner son orgueilleux conseiller, qui lui aussi, entre parenthèses, est devenu le créancier de la couronne, ce qui n'est jamais très bon. Finalement, les intrigues vont atteindre leur but. Le 31 juillet 1451, Jacques Coeur est arrêté sur ordre du roi. Le motif est aberrant. L'argentier, dit-on, aurait empoisonné la favorite du roi. Vous savez, Agnès Sorel, qui est morte l'année précédente. Et Agnès Sorel, avec laquelle Jacques Coeur était pourtant extrêmement lié. Évidemment, l'enquête va très vite révéler la faiblesse de l'accusation. Et le principal témoin en vient à avouer lui-même qu'il a en vérité tout inventé dans cette histoire. À ce moment-là, Jacques demande, ce qui paraît quand même assez logique, il demande à être élargi, il veut sortir de prison. Eh bien, en fait, on va le maintenir en geôle.
Il faut dire que pour le juger, une commission extraordinaire a été mise en place, une commission qui réunit surtout des adversaires du marchand de Bourges et un certain nombre de personnes qui ont tout intérêt à sa chute. Très vite, un certain nombre d'accusations vont être utilisées. Il avait vendu, disait-on, des armes aux infidèles, nous raconte Jean du Salut. Il avait embarqué de force des matelots sur ses navires, touché de nombreux pots de vin, alors qu'il était commissaire du roi pour le Languedoc, ramené même à Alexandrie un esclave chrétien qui s'en était évadé. On trouve des témoins prêts à déposer à charge, à déposer contre Jacques Coeur, des témoins nombreux. On ne laisse pas l'argentier produire de son côté ses propres témoins. Bref, on joue sur la procédure, on pipe les dés. Un certain nombre de personnes vont tenter d'intervenir pour aider l'argentier. Et bien dans ces cas-là, on les ignore, on les rabroue et dans le pire des cas même, on les intimide. Pourtant, Jacques se défend avec une certaine efficacité, mais il va subir, vous savez, le supplice des brodequins et ça a complètement raison de sa résistance. Il craque, il va donner à l'accusation ce qu'elle attendait, c'est-à-dire des aveux. Ce qui veut dire qu'au terme d'un procès inique, la sentence de par le roi est rendue le 29 mai 1453 à Lusignan. Jacques Coeur est condamné à mort et ses biens sont confisqués. Alors, comme on pouvait s'y attendre, la peine va être commuée. En fait, on va condamner Jacques à l'emprisonnement à vie. Son bannissement serait conditionné au paiement d'une somme tellement gigantesque qu'elle est impossible à réunir. Et l'argentier va devoir affronter une humiliation supplémentaire devant le Conseil royal. Il va devoir s'agenouiller, tête nue, une chandelle à la main et faire amende honorable. Après quoi, on le renvoie dans sa prison de Poitiers. La chute d'un personnage de cette puissance, imaginez un peu, cette chute a un très grand retentissement. Aucun chroniqueur, aucun historien de ce règne de Charles VII, souligne Jacques Herse, si fertile pourtant en graves événements, ne manque d'y consacrer un long temps de son récit et se faire l'interprète d'une opinion frappée d'étonnement. Tous y voient un malheureux retour de fortune et presque tous une grande injustice. On pourrait croire que Jacques Coeur, dès lors, va croupir dans sa geôle poitevine pour le restant de ses jours. Ça, c'est mal le connaître. Vous connaissez sa devise. À cœur vaillant, rien d'impossible. Du film Justinien Trouvé ou Le bâtard de Dieu sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Franck, vous revenez aujourd'hui sur le destin de Jacques Coeur, un marchand et homme de pouvoir qui a gravi tous les échelons de la fortune avant d'être brutalement arrêté en 1451. Après un procès inique, il a été condamné à la prison à vie. Ce que je ne comprends pas très bien dans cette histoire, Franck, c'est que Charles VII, il me semble, devait beaucoup à Jacques Coeur. Alors comment a-t-il pu retourner sa veste de cette façon ? Vous savez, Charles VII n'était pas un modèle de fidélité. Ce n'était pas la personne la plus constante du monde. Il l'a prouvé. Rappelez-vous ce qu'il a fait subir à Jeanne d'Arc, qu'il a littéralement abandonné. Et puis, Jacques Coeur lui avait prêté, ou plutôt avait prêté à la couronne, énormément d'argent. Ça, c'est toujours dangereux, bien entendu. Clairement, en 1451, Charles VII va avoir plus d'avantages à faire chuter Jacques Coeur qu'à lui conserver sa faveur. Alors, l'ancien argentier est enfermé dans sa prison de Poitiers. Il ne baisse pas pour autant les bras et dès octobre 1454, c'est-à-dire un petit peu plus d'un an après sa condamnation, il trouve le moyen de s'enfuir. Alors, ne me demandez pas les circonstances de cette évasion. On peut seulement imaginer que Jacques Coeur a bénéficié d'un certain nombre de complicités et qu'on a graissé la patte à un certain nombre de ses geôliers. Il faut avoir en tête que même lourdement condamné, même à terre, Jacques Coeur conserve une puissance certaine. Il a ce réseau commercial et politique extraordinaire dont nous allons parler dans un instant avec mon invité. Il lui reste des amitiés, des fidélités, un certain nombre de gratitudes et de biens à l'étranger. Il va en avoir besoin de tout ça parce que maintenant qu'il s'est échappé, les hommes de Charles VII sont bien décidés à le retrouver, à mettre la main sur lui. C'est le début d'une fuite pleine de suspense à travers tout le royaume. Jacques va trouver refuge auprès du clergé le plus souvent, à Montmorillon, à Dunay, à Limoges, d'étape en étape, de prieuré en couvent, en passant par quelques forteresses. L'argentier, l'ex-argentier devrais-je dire, progresse avec une grande prudence et beaucoup d'habileté. À tout moment,
Dites-vous que la moindre erreur pourrait lui coûter sa liberté. Son objectif, bien évidemment, c'est de quitter les terres royales, d'aller trouver une protection quelque part. Il se dit que le roi René, qui règne sur le comté de Provence, devrait être prêt à l'accueillir, et en tout cas, il prend la direction du sud-est. Son voyage, qui est un voyage harassant, va donc le conduire à Beaucaire au début de l'an 1455. Il faut quand même qu'il franchisse encore le Rhône. Et de l'autre côté du Rhône, il sera en Provence. Seulement, vous imaginez bien qu'à l'époque, traverser discrètement un tel fleuve n'est pas chose facile. Il semble que les hommes de Charles VII aient repéré Jacques Coeur. Il va se réfugier pendant un temps dans un couvent de Cordeliers. Alors les poursuivants du roi de France, enfin les poursuivants envoyés par le roi de France, se présentent à l'entrée du couvent. Jean du Salut raconte: le prieur se refuse à livrer l'évadé venu lui demander asile. Les soldats du roi, n'osant violer l'entrée du monastère, se contentent d'en faire le siège. Là maintenant, on peut dire que Jacques est dans une situation critique. À tout moment, il est exposé au danger. On raconte même qu'un agent de Charles VII aurait tenté de s'en prendre à lui à l'intérieur même du lieu sacré. Vous imaginez, il faut donc là trouver véritablement une issue. On va envoyer un des moines du couvent, en toute discrétion, qui prend le chemin donc de Marseille et qui s'en va trouver Jean de Village, un des anciens collaborateurs de Jacques Coeur, qui est resté bien sûr fidèle à son maître. Je cite de nouveau Jacques Herse. Jacques le priait d'avoir pitié de lui et de trouver moyen de lui aider et de le jeter hors de là où il estouait et de lui sauver la vie. Tout ça par message, bien entendu. Aussitôt, Village se mit d'accord avec Guillaume Gimard, patron de l'une des galées de France ancrées dans le port. Ils rassemblèrent 18 ou 20 compagnons, chevauchèrent en toute hâte et en grand secret. Et voilà comment ces compagnons missionnés vont arriver à Tarascon, sur la rive du Rhône, en face de Beaucaire. On est là de nuit, les hommes du groupe franchissent discrètement le fleuve sur une embarcation et puis ils arrivent au pied d'une muraille, ils se créent un passage à travers une brèche, ils parviennent à se rendre comme ça jusqu'au couvent et au moment où sont célébrées les matines, Jacques les voit arriver. Ah là, on imagine son soulagement. Ainsi donc, ce sacré village, puisque c'est le nom de cet ancien conseiller, de cet homme de main, Village a réussi. Tout le monde va réussir donc à prendre la fuite, avec Jacques Coeur, bien sûr. Les soldats français sont alertés, mais ils sont alertés un peu tard. Ils se lancent à la poursuite du fugitif. Le groupe, bientôt, va réussir à atteindre les canaux qui attendaient sur la rive du fleuve. Et bientôt, Jacques va pouvoir souffler. Il n'est plus à portée des arcs de ses poursuivants. Et surtout, il est en territoire provençal. Ce qui ne veut pas dire que les dangers qui le guettent en soient moins grands. Certes, Jacques paraît nettement plus en sécurité en Provence, mais tous les hommes envoyés par le roi de France n'ont pas dit leur dernier mot. Et évidemment, ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est s'éloigner. Jacques comprend très vite qu'il ne va pas pouvoir abuser de l'hospitalité du roi René. Il faut qu'il poursuive son voyage, il faut qu'il s'éloigne bien plus loin. Il faut qu'il gagne les États d'Italie, ce qui promet de nouvelles aventures. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi sur Europe 1, nous sommes au cœur de la deuxième vie de Jacques Coeur. Alors vous nous le disiez juste avant la pause, Jacques Coeur veut aller en Italie. C'est en mars 1455 que Jacques Coeur parvient dans la ville éternelle, à Rome. Il y dispose d'alliés très puissants, à commencer par le pape lui-même. Il faut vous dire que dans le passé, Jacques, qui était un grand diplomate, avait joué un rôle important pour repousser un antipape, c'est-à-dire un pape rival de celui de Rome, pour le pousser à se retirer. Et donc c'est une action qui, évidemment, était restée dans les mémoires au Vatican. Il ne faut pas imaginer Jacques Coeur sans ressources, je vous l'ai dit, ses ennemis n'ont pas mis la main sur toutes ses possessions et sur toutes ses activités. Fugitif, proscrit, exilé loin de son pays, nous dit Jacques Herse, Jacques Coeur pouvait se présenter comme un homme riche, assuré d'un bon capital et de forts revenus. La renommée veut qu'il se trouvait en quittant la Provence à la tête d'une réserve d'au moins 60 000 écus. Il pouvait mener grand train. 60 000 écus à l'époque, c'est absolument vertigineux, c'est une immense fortune.
la situation du fugitif n'en est pas moins très délicate. Quelques jours après son arrivée à Rome, le pape Nicolas V meurt. Jacques se dit que son remplaçant pourrait être hostile. Il se méfie beaucoup. Il se trouve qu'en fait, le souverain pontife qui va sortir du concile lui est en vérité très favorable. Il s'agit de Calixte III, qui s'inscrit tout à fait dans la continuité de Nicolas V en faisant participer l'argentier français à ce qui va devenir beaucoup plus qu'un projet, même un grand projet, ça devient son obsession, une véritable croisade. Il faut vous expliquer dans quel contexte on se situe. La chrétienté est à l'époque particulièrement inquiète puisque le 29 mai 1453, la grande capitale du monde chrétien orthodoxe, Constantinople, a été conquise par les Turcs musulmans. Le hasard veut que ce soit le même jour exactement que la condamnation de Jacques Coeur. Vous vous rendez compte, le 29 mai 1453, chute de Constantinople et chute de Jacques Coeur. L'Italie, la papauté se sentent vulnérables, on décide de réagir en prêchant donc la croisade. Seulement, ni le pape Nicolas V ni son successeur Calixte III ne rencontrent, disons-le, de véritables succès auprès des souverains européens qui sont à l'époque complètement pris dans leurs propres querelles et leurs propres problèmes. On sort tout juste en France et en Angleterre de la guerre de 100 ans. Jacques, lui, va prendre la croix et va se montrer décidé à contribuer au vaste effort de la chrétienté. Il effectue des voyages pour promouvoir la cause de la croisade et il apporte son expertise pour toute l'organisation logistique. Il faut vous dire que la logistique, ça le connaît, vous imaginez, il n'a fait que ça toute sa vie. Finalement, au début de l'automne 1456, c'est-à-dire environ 1 an et demi après son arrivée à Rome, Jacques va faire partie des croisés, si j'ose dire, qui sont présents sur une trentaine de vaisseaux voguant en direction de l'île de Rhodes, dans l'est de la mer Égée. On le voit, on est très loin des croisades des siècles précédents. La flotte, les effectifs envoyés vers l'Orient sont très peu importants. Il y a de quoi là décevoir le pape. L'objectif ne peut être qu'assez humble. Jacques Coeur raconte « Les croisés se bornèrent, faute de plus grands moyens, à réconforter les populations, à renforcer les fortifications des ports et tout au plus à éloigner les menaces trop pressantes des Turcs. » On va dire que c'est une mini-croisade un peu avortée. Jacques, de toute façon, ne verra pas la fin de cette aventure puisque, alors qu'il se trouve sur l'île de Chio, qui donc est une île un petit peu au nord de Rhodes, donc complètement à l'est dans la mer Égée, une île toute proche de la côte turque, de la côte anatolienne, il va disparaître subitement le 25 novembre 1456, probablement emporté par une maladie. Cet homme, qui avait été un des plus puissants d'Europe et qui était devenu un simple croisé, meurt donc à environ 60 ans aux portes de l'Orient, tellement loin de chez lui. On pense qu'il a été enterré dans une église franciscaine, donc de Chio. On n'en sait pas beaucoup plus. En France, il n'est pas oublié, pas plus d'ailleurs que l'injustice qu'il a subie. Certains de ses enfants vont se battre pour la réhabilitation juridique de leur père, mais celle-ci, même lorsque Louis XI aura succédé à son père Charles VII, cette réhabilitation ne viendra jamais. Il aurait tout simplement fallu, si on l'avait réhabilité, il aurait fallu que la couronne paie des dettes et des arriérés de dettes, ça c'était inenvisageable. La famille, en revanche, va obtenir rétrocession d'une partie de ses biens, dont le fameux palais, bien entendu, dans lequel Jacques Coeur n'a somme toute jamais véritablement habité, ce palais qui témoigne de la réussite exceptionnelle de celui que je ne résiste pas au plaisir d'appeler le premier enfant de Bourges, parce que le deuxième, il est avec nous dans ce studio. Bonjour Jean-Christophe Ruffin. Bonjour. Nous venons de laisser la dépouille de Jacques Coeur loin de sa patrie, loin de sa terre natale. Avec vous, dans un instant, nous allons revenir sur l'ensemble d'une existence hors du commun. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Avant 15h, Franck Ferrand, vous nous ferez visiter la ville de Bourges, qui a vu naître Jacques Coeur. Alors nous sommes au cœur du XVe siècle et vous avez invité celui qui connaissait bien Jacques Coeur, en tout cas qui est son biographe, Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française.
Que sait-on, Jean-Christophe Ruffin, que sait-on précisément de la mort de Jacques Coeur ? Mais pas grand-chose. On sait où elle s'est produite, elle s'est déroulée, c'est-à-dire sur l'île de Kyo. On sait à peu près la date. Mais tant que la dépouille n'a pas été retrouvée, Et voilà. Il n'est pas possible de procéder à une analyse, évidemment, des causes exactes de sa mort. Donc il y a des hypothèses, l'épidémie, un combat, qui est peu probable, ou bien tout simplement une mort de maladie, ce qui est sans doute l'hypothèse la plus probable. Vous écrivez vous-même, « Un moment, j'ai eu le projet de faire revenir sa dépouille de l'île de Kyo, où il est mort. J'en avais parlé à Jean-François Degnaud, qui l'aimait beaucoup et que le projet enthousiasmait, comme toutes les missions impossibles. Mais il nous fallut bientôt nous rendre à l'évidence. Il ne subsistait en Grèce ni dépouille ni sépulture. Jacques Coeur ne pouvait être honoré que par le moyen de la littérature. » C'est pour ça que vous vous êtes mis à lui constituer ce tombeau de papier, d'une certaine manière ? Oui, d'abord parce que c'est, je pense, la meilleure façon de faire vivre et de peut-être même de restituer la vérité d'un personnage, c'est au fond de le transférer dans cet univers de liberté qu'est la fiction. Il n'y a pas de meilleur moyen de faire vivre vraiment quelqu'un avec nous que de lui donner des sentiments et de le décrire. Une dépouille, bien sûr, ça nous permettrait de faire une enquête. Il y a d'ailleurs eu d'autres missions, notamment Michel Degrèze, Philippe Charlier, qui sont allés là-bas et qui ont essayé. Les Grecs n'ont pas très envie d'ailleurs de se prêter au jeu. Non, ils ne sont pas de très bonne volonté. Non, et je crois qu'ils feront tout pour qu'on ne retrouve jamais cette dépouille, à supposer qu'elle existe encore. Oui, à supposer qu'on puisse trouver quelque part des restes oui. de Jacques Coeur. Cette mort est donc relativement mystérieuse. La deuxième vie, d'une certaine façon, la deuxième vie de Jacques Coeur, celle que je viens de raconter, ne manque pas de zone d'ombre. Qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette deuxième vie, cette espèce de capacité qu'a eu le personnage à s'inventer de nouvelles perspectives? Qu'est-ce que ça nous apprend sur lui, sur sa puissance, sur son tempérament? Oui, je crois d'abord que ça montre qu'il avait créé un réseau bien au-delà de la France et que dès lors qu'il s'est trouvé en conflit ouvert avec le roi de France, il avait toujours des possibilités de trouver des soutiens ailleurs. C'est-à-dire que c'est ce qu'il a fait en Italie, c'est ce qu'il a fait auprès du pape au Vatican. Et ça montre aussi que le système Jacques Coeur était un système extrêmement moderne, que probablement d'ailleurs ses contemporains n'ont pas compris. Les contemporains ont vu la fortune de Jacques Coeur comme une fortune matérielle, alors ils ont essayé de lui prendre et ils ont fait autour du procès. Ils n'ont pas compris qu'il y avait une fortune de réseau aussi. Voilà, en fait. c'est-à-dire qu'en fait, on pouvait lui prendre ses châteaux, ses bateaux, etc. Ce qui comptait, c'était pas ça, c'était au fond ce grand système d'échange qu'il avait mis en place. Et c'est à tel point vrai que le roi s'est aperçu d'ailleurs assez vite que s'il voulait être payé, s'il voulait prendre à Jacques Coeur quelque chose, il fallait d'une certaine façon qu'il préserve ce système et qu'il laisse en vie, sinon Jacques Coeur lui-même, du moins tous ceux qui autour de lui faisaient prospérer ces échanges. Voilà. Et alors, quand Jacques Coeur s'est échappé, avec des complicités bien entendu, il a pu bénéficier de toutes les petites semences qu'il avait plantées un peu en Europe et notamment en Italie, où il avait quand même à Florence créé une maison de soierie avec des fonds importants qui étaient à lui. Il était donc encore quelqu'un de très fortuné malgré ce qui lui était arrivé. Absolument. Et l'accueil du pape Nicolas V est un accueil tout à fait bienveillant envers un bienfaiteur de la chrétienté, mais sans doute aussi envers quelqu'un qui a déjà de grands échanges avec la papauté. Oui, alors il ne faut pas oublier que le frère de Jacques Coeur était prêtre et avait été longtemps, avait séjourné au Vatican longtemps, que son fils sera archevêque de Bourges, venait de l'être d'ailleurs. Donc il était très ancré dans ces relations avec la papauté, sans lesquelles d'ailleurs il n'aurait jamais pu faire de commerce avec l'Orient, car c'était interdit par les papes, et il fallait la bienveillance du pape pour autoriser justement ces échanges. Donc il a fondé tout son système, Jacques Coeur, sur des liens personnels qui n'étaient pas forcément des liens avec des amis du roi de France. D'ailleurs, c'est assez curieux. Non. Quand le dauphin, par exemple, a été répudié en quelque sorte par son père, le futur Louis XI a été répudié par Charles VII, eh bien, Jacques Coeur est resté ami avec lui, parce que comme il était dans le Dauphiné et qu'il avait besoin de traverser les Alpes pour ses marchandises, il fallait qu'il conserve des liens. L'attitude de Charles VII avec lui est tout de même assez incompréhensible.
C'est une drôle de manière de traiter un ami de 30 ans. Mais oui, c'est assez moderne déjà tout ça. Non, en réalité, je crois que Charles VII était un homme qui avait en lui la jalousie, une forme de complexe, on pourrait dire, qu'on peut comprendre d'ailleurs compte tenu de l'enfance qu'il avait eue et des persécutions qu'il avait subies, y compris de la part de sa propre mère. Oui, des questions qu'il se posait sur sa propre légitimité. Exactement, mais le fait est qu'il s'est servi tout au long de son règne, il s'est servi d'un certain nombre de gens, y compris Jeanne d'Arc par exemple, qu'il a par la suite soit laissé tomber, je dirais au mieux, soit carrément condamné lui-même. Et il s'est débarrassé de ce qu'on appelait ces coteries successives qui étaient autour de lui, les grands seigneurs d'abord, les Anjou, et puis ensuite, y compris ces technocrates, on pourrait dire ces bourgeois, qui ont constitué sa dernière coterie et dont faisait partie Jacques Coeur. Lorsque Jacques Coeur s'engage dans cette croisade, si on peut ainsi l'appeler, c'est un peu à contre-cœur, si j'ose ce mauvais jeu de mots. Oui, il est un petit peu obligé à ça parce que il est quand même très redevable au pape. À ce moment-là, c'est un peu le caprice du nouveau pape que de lancer cette dernière croisade, montrer à l'Europe qui peut encore et qui est encore actif contre la progression des Mahométans, comme on disait. Et Jacques Coeur, il n'est pas très convaincu probablement. Alors d'abord, il va financer, comme d'habitude, il va financer cette croisade avec les moyens, les relations qu'il a, etc. Et puis ensuite, il va y prendre part. C'est une croisade, attention, c'est pas une croisade du XIIe siècle. Non, bien sûr, c'est pour ça que de balade nautique. Une expédition. Des petits ronds dans l'eau devant les îles, des îles grecques, mais enfin, tout ça ne prend pas un caractère extrêmement militaire. Ce sont des mémoires apocryphes que vous avez écrits. C'est un genre particulièrement fructueux, très intéressant, très fécond, ce genre des mémoires apocryphes. Nous allons venir dans un instant à tout ce que votre ouvrage nous apprend du caractère, du tempérament, de la personne même de Jacques Coeur. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous parlez de Jacques Coeur. Vous vous intéressez maintenant, Franck, à sa personnalité, ce marchand français qui, grâce à ses nombreuses entreprises commerciales, a aidé Charles VII à reconquérir son territoire. Et c'est avec son biographe que vous êtes aujourd'hui, Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française. Pourquoi ai-je eu envie, demandez-vous, Jean-Christophe Ruffin, envie de substituer à ces images précises, quoiqu'inertes, une réalité romanesque peut-être moins fondée, mais qui rappelle cet homme à la vie, sans doute pour payer une dette. Et cette dette, vous l'expliquez, j'ai passé, dites-vous, mon enfance au pied de ce palais. Je l'ai vu par tous les temps, et certains soirs d'hiver, j'avais le sentiment qu'il était toujours habité. Il m'est arrivé de m'arrêter devant certaines petites portes en contrebas et de sentir sur la poignée de fer la tiède empreinte de la main de son propriétaire. Il est vivant pour vous, d'une certaine manière, Jacques Coeur. Il a vécu avec vous. Oui, enfin, j'ai vécu avec lui plutôt. Oui. Et c'est un personnage qui a toujours finalement fait partie de ma vie d'enfant. Je ne le comprenais pas pendant longtemps. Je le voyais comme un vieillard qui était devenu très riche, puis qui ensuite avait disparu, on ne savait pas trop pourquoi. Et c'est finalement ma vie, qui m'a rapproché de lui en me faisant comprendre par les différentes étapes de ce que j'avais pu vivre moi-même qu'il avait fait cette expérience du voyage, de la rencontre avec d'autres civilisations, du retour, enfin, tout un tas de choses qui me le rendaient familier. Et puis quand je suis revenu d'un long séjour au Sénégal, où j'avais été 3 ans comme diplomate, j'avais l'âge de Jacques Coeur quand il est mort, ce qui veut dire que ce n'était plus un vieillard, ou moi j'en étais devenu en tout cas que c'est une vie qui, pour très riche qu'elle soit, a tenu dans assez peu d'espace. Très peu de temps. Oui, et surtout, d'autant qu'on ignore presque toute son enfance, dans le détail en tout cas, il manque pas mal de choses dans la fin de sa vie. Au fond, la partie éclairée, je dirais, de sa vie, c'est 2 fois 15 ans, quoi. C'est-à-dire, il y a la montée en puissance, l'acquisition de la fortune. Ensuite, et ça, c'est très exaltant. Voilà, et très on rapide. le suit au fil des pages dans cette espèce d'ascension qui paraît irrésistible. Irrésistible et qui l'est d'une certaine façon, avec ce hasard extraordinaire qu'il conduit en Orient sur un bateau. C'est la seule fois d'ailleurs où il ira là-bas. Il va se retrouver au Liban. Il va être frappé par la richesse du commerce dans cette région. Il va vouloir importer ça d'une certaine façon. Il va y parvenir. Il va avoir cette intuition merveilleuse qu'il faut
s'allier à une puissance et il va s'allier à Charles VII. Et son idée n'est pas seulement d'importer les richesses, c'est d'importer le commerce. Ça, c'est très puissant. Exactement. En fait. C'est de changer, au fond, la polarité du monde. Il y a des cœurs, comme disent les économistes, dans le monde. Et à l'époque, il est encore en Orient, ce cœur. Il va, grâce à Jacques Coeur, justement, et à d'autres choses aussi, grâce à la chute de Byzance, etc., mais il va se transporter vers l'Italie et vers la France. À cœur vaillant, rien d'impossible. La deuxième quinzaine d'années, c'est celle de la puissance politique, car lorsqu'on est très riche et très influent, évidemment, c'est la politique qui vous guette. Absolument, politique et diplomatique. Et il va être chargé d'un certain nombre de missions sensibles pour le roi, tout en continuant à assurer quelque chose d'essentiel, qui est le financement de l'armée, la nouvelle armée de Charles VII, qui va lui permettre de vaincre les Anglais et de mettre fin à la guerre de 100 ans, parce que tout ça a pour toile de fond quand même une guerre interminable qui a ruiné la France et dont Jacques Coeur sera d'une certaine manière le fossoyeur, parce que c'est grâce à lui qu'il y aura un vainqueur, que la France pourra se réunifier et que par conséquent le commerce, le développement, le progrès, on pourrait dire, vont pouvoir arriver. Est-ce que Jacques Coeur est encore présent dans la ville de Bourges aujourd'hui ? Son nom, en tout cas, figure dans toutes sortes d'établissements. Est-ce que les habitants de Bourges le considèrent comme un des leurs ? Ah oui. Oui. D'ailleurs, il y a des fêtes tous les ans avec des gens qui se travestissent, qui s'habillent en Jacques Coeur et qui reconstituent l'époque, etc. Pour ceux de nos auditeurs qui auraient la malchance de ne pas connaître encore le palais Jacques Coeur, il faut peut-être leur décrire la demeure du maître. Alors c'est un palais qui n'a pas habité, pratiquement pas, par une semaine au moment de l'élévation de son fils à l'archevêché de Bourges. Mais c'est une demeure dans laquelle il a mis beaucoup de lui et qui lui ressemble d'une certaine manière, parce qu'il a deux faces, ce palais. Je dirais presque 3 phases, puisqu'il est construit sur une base romaine. C'est l'ancienne muraille de l'oppidum gallo-romain de Bourges. Il en avait racheté un morceau et sur les 2 tours, il a élevé des tours qui ressemblent d'un côté, donc c'est une des faces, à un château médiéval, c'est-à-dire un château fort. Voilà. C'est-à-dire c'est un ouvrage qui reste quand même par un de ses côtés assez militaire. Oui, on est extérieurement austère. Oui. Voilà, on est encore dans Ce n'est qu'une apparence. C'est une apparence parce que de l'autre côté, c'est un palais Renaissance, c'est un palais italien dédié au commerce avec des galeries marchandes, avec des sculptures, avec une statuaire extrêmement riche, avec des salons d'apparat un des sommets raffinés. De l'art flamboyant, il faut le Flamboyant, dire. et avec des éléments de confort comme le hammam, comme des cuisines très sophistiquées, comme un petit balcon pour les concerts, etc. Enfin, c'est un endroit extrêmement chaleureux et civilisé, on pourrait dire. Et c'est un palais Renaissance. C'est ce qu'il a vu en Italie. Avec 2 aspects qui frappent le visiteur. D'une part, la quasi-absence de pièces à angle droit. C'est ce qui fait que le palais est encore un peu médiéval, il n'est pas encore tout à fait dans la Renaissance. Il n'y a notamment aucune symétrie dans les ouvertures et dans les huisseries, etc. Et puis, d'autre part, un palais qui est une merveille d'architecture et de décor de pierre, mais totalement nu et vide. Il faut imaginer que du temps de Jacques Coeur, tout ça devait être foisonnant de tapis, de tentures, d'orfèvrerie. Ça devait être très riche et très plein. Certainement, mais tant mieux s'il est vide, parce que je préfère qu'il soit vide, et je pense que en tout cas pour le romancier, et pour l'imagination. Peut-être même pour les visiteurs, je pense que leur imagination se projette beaucoup mieux dans l'esprit du temps que si on avait mis d'affreux fauteuils Louis XVI qui n'auraient rien à y faire. Bon, je veux dire, c'est ce qui arrive malheureusement souvent. Lorsqu'on referme votre livre, Jean-Christophe Ruffin, on se dit que ce personnage a beaucoup à nous apprendre, notamment pour ce qui est de sa ténacité, de son énergie, cette capacité qu'il a à constamment renaître de ses cendres. Oui, et c'est surtout parce que j'ai voulu en faire un créateur et non pas une espèce de businessman, d'homme d'affaires un peu corrompu, etc., comme on peut parfois le lire dans certains ouvrages qui lui sont consacrés. Moi, je pense que c'est un homme qui est un mauvais homme d'affaires, en fait. Quand on voit ce qu'il a fait quand il était commerçant et marchand avant cette épopée, avant la création de son système, c'était pas très brillant. En fait, là où il a été très très fort et là où il a vraiment changé le monde, c'est quand il a eu cette vision de ce qu'il pouvait faire.
et de ce que le monde de son époque pouvait devenir. C'est pour moi un créateur, c'est quelqu'un qui m'est proche par cela, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a eu conscience d'un autre monde et qui l'a fait naître. Merci beaucoup Jean-Christophe Ruffin. Votre Grand Cœur est publié chez Gallimard. À quoi travaillez-vous en ce moment ? Je suis en train de faire une autre épopée comme ça, historique, mais sur un personnage très très différent et dont vous ne voulez pas parler. J'espère. Mais ça me démobiliserait. Il vaut mieux que je finisse le livre d'abord. Et on peut citer votre dernier ouvrage par ailleurs. Et qui s'appelle Checkpoint et qui est consacré à la guerre en Bosnie. Et oui, et c'est un ouvrage d'une force extraordinaire. Merci beaucoup. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Chaque jour, juste avant 15h, Franck, nous visitons avec vous les lieux où l'histoire s'est faite. Et bien sûr, quand on pense à Jacques Coeur, on pense forcément à Bourges, la ville où il est né. Il est donc temps, Franck, d'aller visiter la préfecture du Cher. Donc vous aurez bien compris que, évidemment, le palais Jacques Coeur est le joyau, c'est le trésor de cette ville de Bourges. Il serait complètement fou d'aller visiter Bourges sans au moins se rendre ne serait-ce que quelques minutes au palais Jacques Coeur, qui est, au-delà bien sûr d'être un des phares de cette très très belle ville d'art et d'histoire, dans laquelle on sent d'ailleurs, on sent le passé à chaque coin de rue, mais qui au-delà de ça est tout simplement à mon avis, une des plus belles maisons de France. N'ayons pas peur des mots. Et puis, bien sûr, le pendant de cette visite au palais Jacques Coeur, c'est une visite à la cathédrale Saint-Étienne, une des plus belles de France, avec son architecture tellement audacieuse, tellement incroyable. Vous savez que ce qu'il y a de plus étonnant à Bourges, c'est ce système de portail qui ouvre sur des nefs parallèles. Vous savez, il n'y a pas de transept dans la cathédrale de Bourges. Vous avez ces 5 gigantesques portails incroyablement ouvragés. C'est une véritable dentelle de pierre qui ouvre sur un volume dont le moins qu'on puisse dire est qu'il est assez singulier. La construction de cette cathédrale a commencé à la fin du XIIe siècle, c'est-à-dire au moment où on construisait quasiment toutes les cathédrales de France, mais elle s'est poursuivie, cette construction, jusqu'à une époque relativement tardive, d'où le côté hyper flamboyant de ce qu'on voit comme ça au premier coup d'œil. Les vitraux, qui pour la plupart sont du XIIIe siècle, retracent un certain nombre de scènes de la Bible, bien entendu, évoquent des figures de sainteté. Ce sont des verrières parmi les plus belles de France, là encore. Il faut prendre son temps, vous savez. Je vous ai dit de passer quelques minutes dans le palais Jacques Coeur. Il est évident que si vous pouvez y passer une demi-journée, c'est mieux. Et alors, pour ce qui est de la cathédrale, elle mérite le voyage à elle seule. On peut visiter également, mais alors là, pour ça, il faut s'inscrire, il faut prendre un guide pour descendre dans la crypte, qui à l'origine servait de soubassement au cœur de la cathédrale, qu'on appelle donc l'église basse. On y découvre les restes du jubé de la cathédrale, qui date du XIIIe siècle, les restes du tombeau du duc de Berry, le célèbre duc de Berry, les sépultures d'un certain nombre d'archevêques, de cardinaux de Bourges, ainsi qu'un ensemble sculpté du XVIe siècle qui représente une mise au tombeau. C'est un ensemble absolument magnifique. Et puis si vous êtes vraiment courageux, quand vous aurez visité les nefs, les verrières, la crypte de la cathédrale de Bourges, alors vous pourrez monter à la tour nord. Il faut quand même gravir environ 400 marches et là vous aurez sur Bourges une vue absolument imprenable. Bourges, cité dont vous aurez compris qu'elle est médiévale. Alors il n'y a pas que la cathédrale et le palais Jacques Coeur. 400 maisons à pans de bois, 400 maisons vous attendent dans des rues qui sont parmi les plus jolies rues de France. C'est vraiment, vous aurez compris que j'aime beaucoup Bourges, mais c'est un endroit merveilleux. Quoi voir encore? Les marais. Tout près de la ville, des marais qui ont été mis en valeur surtout à partir du XVIIe siècle et qui ont été une source considérable une véritable réserve de toutes sortes de gibier pour la ville, avec également des maraîchers extraordinaires. C'est assez spectaculaire, toute cette agriculture vivrière, 135 hectares de jardins avec des sentiers pour se promener. Et puis vous pouvez aussi
dans cette ville où l'on aime les belles choses, où l'on aime bien faire, vous pouvez visiter le musée des meilleurs ouvriers de France qui est installé dans l'ancien palais des archevêques. Ce musée est un vrai régal parce que tous ces meilleurs ouvriers, bien entendu, nous font bénéficier de leur savoir-faire extraordinaire et puis surtout de leur amour du bien faire. Finalement, ça pourrait être le résumé d'une promenade à Bourges, l'amour du bien faire. Merci beaucoup Anissa, nous nous retrouvons demain bien entendu Avec pour plaisir. une À nouvelle 14h. rediffusion. Oui, demain, nous nous rappellerons du temps où il y avait des princes aux Tuileries et nous en parlerons avec Thierry Ardisson.